Pendant 2 décennies, mon père m'a qualifié de son plus grand regret, et a choisi mon frère plutôt que moi à chaque fois. Puis, il est revenu en suppliant. Après que j'ai réussi. Et, Reddit, accrochez-vous, car celle-ci était attendue. Depuis longtemps. Pendant 20 ans d'affilée, mon père a fait comprendre très clairement que j'étais l'erreur qu'il n'avait jamais voulu, tandis que mon frère était l'enfant prodige, qui ne pouvait littéralement rien faire de mal. Puis, le karma a frappé à la porte, et soudainement, je suis devenu le fils préféré. Voici comment tout s'est déroulé. Je suis un homme de 28 ans, l'aîné de 2 frères. Mon jeune frère, Tyler, un homme de 25 ans, a été la prunelle des yeux de notre père, depuis le jour même de sa naissance. Moi, j'étais l'accident qui a fait dérailler tout l'avenir de papa, et qui a ruiné tout ce pourquoi il avait travaillé. Il me l'a dit directement à de multiples reprises, en commençant quand j'avais environ 8 ans. Mes parents sont tombés enceints de moi quand ils avaient tous les deux 19 ans. Papa était censé aller à l'université, avec une bourse complète de baseball. Dans une école de 2e division en Ohio. Il avait de sérieux rêves. D'atteindre les ligues mineures, peut-être même les majeures, si les choses tournaient en sa faveur. Puis, maman est tombée enceinte de moi, et soudainement, tout l'avenir soigneusement planifié de papa s'est évaporé, comme le brouillard matinal un jour d'été. Il a abandonné le collège communautaire, où il suivait des cours d'enseignement général, avant que la bourse ne doive commencer cet automne-là. Il a obtenu un emploi dans une usine de fabrication, produisant des pièces automobiles. Il a gravi les échelons pour devenir chef d'équipe au fil des ans, mais ce n'était jamais ce qu'il voulait, et il s'est absolument assuré que je le sache, chaque jour de mon enfance. Le travail à l'usine était brutal. Des quarts de 12 heures dans une usine bruyante, où la température atteignait les 32 degrés en été. Papa rentrait à la maison épuisé, sentant les copeaux de métal et l'huile de machine. Ses mains étaient tachées en permanence par une graisse qui ne partait jamais tout à fait au lavage. Il s'asseyait dans son fauteuil inclinable, avec cette expression sur le visage. Pas tout à fait de la colère, pas tout à fait de la tristesse, juste cette résignation creuse, signifiant que sa vie avait pris un mauvais tournant, qu'il ne pouvait pas inverser. Mon plus lointain souvenir de papa, c'est lui en train de crier sur maman, lui disant à quel point leur vie serait différente, s'ils avaient fait plus attention. J'avais peut-être 5 ans, jouant avec des petites voitures sur le sol du salon, pendant qu'ils se disputaient dans la cuisine. Je ne comprenais pas l'objet de leur dispute à l'époque, mais je savais d'une certaine manière que cela me concernait. La façon dont maman me jetait un coup d'œil, avec de la culpabilité dans les yeux. La façon dont la voix de papa baissait, quand il remarquait que j'écoutais. Le ressentiment n'était pas subtil non plus. Parfois, papa me regardait avec cette expression, comme s'il faisait du calcul mental. Dans sa tête, calculant toutes les choses qu'il aurait pu faire si je n'existais pas, les matchs de baseball qu'il aurait pu jouer devant des recruteurs, les villes où il aurait pu vivre. L'argent qu'il aurait pu économiser, au lieu de le dépenser en couches, en garderie, et en toutes ces choses chères dont les bébés ont besoin. Quand j'ai eu 7 ans, Tyler est né. C'est là que tout a soudainement changé. Voyez-vous, à ce moment-là, papa s'était adapté à sa vie. Il avait accepté qu'il n'allait pas devenir un athlète professionnel. Il s'était installé dans son travail à l'usine, et avait gravi les échelons vers un poste mieux rémunéré. Lui et maman étaient mariés depuis 7 ans, et avaient réellement planifié l'arrivée de Tyler. Ils avaient économisé de l'argent, préparé la maison, et s'étaient enthousiasmés à l'idée d'avoir un autre bébé. Cette fois-ci, papa était véritablement prêt à être père. La différence dans sa façon de nous traiter était le jour et la nuit. Les photos de bébés de Tyler sont des clichés de studio professionnels, avec des tenues assorties, où maman et papa sourient à l'appareil photo, comme s'ils avaient gagné à la loterie.
Les miennes sont des polaroïdes flous, où l'on peut à peine voir mon visage, parce que maman apprenait encore à se servir de l'appareil, et que personne ne s'en souciait assez pour les refaire. Le livre de naissance de Tyler est méticuleusement rempli, avec ses premiers mots, ses premiers pas. En fait, tout était documenté, comme s'il était une sorte d'expérience scientifique. Le mien a mon nom et ma date de naissance inscrit, suivi de page vide pour le reste. Quand Tyler a été en âge de marcher, papa a commencé à lui apprendre le baseball. Dans l'arrière-cour. Il passait des heures dehors, chaque soir et chaque week-end, pour lui montrer comment bien tenir une batte, comment lancer une balle rapide avec le bon coup de poignet, et la bonne posture de frappeur au marbre. Je regardais depuis la fenêtre de ma chambre, me demandant pourquoi papa n'avait jamais voulu m'apprendre ces choses, quand je le lui avais demandé des années auparavant. Une fois, quand j'avais environ 10 ans, j'ai demandé si je pouvais me joindre à eux pour l'entraînement à la frappe. Papa m'a regardé comme si j'avais suggéré quelque chose de complètement ridicule, et a dit que Tyler apprenait encore les bases. Peut-être que, quand il s'améliorerait, et aurait besoin de lancer plus difficile, je pourrais lui lancer la balle pour l'entraînement. Traduction, tu ne vaux pas la peine qu'on t'enseigne quoi que ce soit, mais tu peux être utile comme équipement, quand nous aurons besoin de toi. C'est devenu le modèle pour presque tout. Tyler recevait de l'attention, des instructions, des encouragements, et du temps en tête-à-tête. Moi, on m'assignait des corvées, et on me disait de ne pas déranger. Les événements scolaires ont vraiment mis en évidence cette différence flagrante de traitement. Quand Tyler a eu sa remise de diplôme de maternelle, ce qui, soyons honnêtes, n'est pas vraiment une remise de diplôme, mais juste des enfants qui traversent un gymnase, papa a pris son après-midi de congé. Il s'est présenté avec une caméra vidéo, et a enregistré toute la cérémonie. Il était tout devant, faisant coucou et levant le pouce vers Tyler, et il est resté. Après, pour parler avec les professeurs des progrès incroyables de Tyler dans l'apprentissage de l'alphabet. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin de collège. Avec mention, une véritable réussite académique, et pas juste la fin de la maternelle, papa a dit qu'il ne pouvait pas se libérer du travail, et n'a même pas demandé comment ça s'était passé, quand il est rentré ce soir-là. Il est juste entré, a pris son dîner, et a interrogé Tyler sur son entraînement de baseball. J'aurais pu traverser cette scène tout nu, et papa ne l'aurait pas su. Parce qu'il n'était pas là. Le premier match de petite ligue de Tyler. Papa était là 1 heure en avance. Pour aider à préparer le terrain et tracer les buts. Il est resté après, pour parler avec les entraîneurs du talent naturel de Tyler, et de son QI avancé en baseball, même si Tyler avait été retiré au marbre 2 fois. Il a acheté des glaces sur le chemin du retour pour célébrer, même si l'équipe de Tyler avait perdu 7-2. Toute la soirée a tourné autour du fait que Tyler faisait partie d'une équipe, qu'il apprenait l'esprit sportif, et tous ces trucs de parents. Mon premier match de football américain au lycée, où j'ai réellement joué dans le 4e quart-temps, comme secondeur remplaçant. Papa n'est pas venu. Il a dit qu'il était fatigué par le travail, et que le football n'était pas vraiment son sport de toute façon. Peu importe que j'ai été excité toute la semaine, à l'idée d'aller enfin sur le terrain. Peu importe que je lui ai spécifiquement demandé d'être là. Il était fatigué, et le football n'était pas le baseball. Donc ça n'avait pas d'importance. Les excuses étaient toujours les mêmes, aussi. Il était fatigué par le travail. Il avait des choses à faire dans la maison. Le football n'était pas aussi intéressant que le baseball. Les concerts de la fanfare étaient trop longs. Les compétitions académiques étaient ennuyeuses. Mais pour les matchs de baseball de Tyler, soudainement, papa avait une énergie. Et un intérêt infini. Soudainement, il pouvait prendre des congés au travail. Soudainement, s'asseoir sur des gradins en métal pendant 3 heures ne posait aucun problème.
Maman essayait d'équilibrer les choses. Dieu la bénisse. Elle travaillait à plein temps comme assistante dentaire, et n'avait pas assez d'heures dans la journée, pour compenser le favoritisme évident de papa. Elle venait à certains de mes événements quand elle le pouvait, l'air toujours épuisé, et coupable que papa ne soit pas là. Elle s'excusait doucement, lui trouvait des excuses, et promettait qu'il viendrait au prochain. Il ne l'a jamais fait. Ton père t'aime, disait-elle à chaque fois. Il le montre juste différemment. Ce n'est pas montrer son amour différemment. Ce n'est pas montrer de l'amour du tout. Les agressions verbales ont progressivement empiré, à mesure que je grandissais. Et que je pouvais réellement comprendre ce qu'il disait. Vers l'âge de 12 ans. Papa a commencé à faire ses commentaires, sur la façon dont je devais justifier mon existence, en étant utile à la famille. Comment Tyler était le fils qu'il avait réellement voulu et planifié, tandis que j'étais juste la conséquence d'un mauvais timing, et de pires décisions encore. Un soir au dîner, quand j'avais 13 ans, j'ai mentionné avoir eu un B+, un très bon point, à un contrôle d'algèbre. Très difficile. J'avais étudié pendant des heures. La moyenne de la classe était un C, et j'étais sincèrement fier d'avoir obtenu ce B+. La réponse de papa était de se tourner vers Tyler, 8 ans, et de dire, tu vois comment ton frère se contente de ce qui est assez bien? Tu feras mieux que ça. Tu viseras la perfection. Tyler avait 8 ans. Il n'avait même jamais passé de test d'algèbre. Il ne savait probablement même pas ce qu'était l'algèbre. Mais papa a quand même utilisé mon véritable accomplissement comme une leçon, pour expliquer pourquoi Tyler devrait me surpasser de toutes les manières possibles. Quand j'ai intégré l'équipe de football de l'école lors de ma 2e année, en tant que secondeur remplaçant, ce qui était en fait impressionnant, car les élèves de 2e année intègrent rarement l'équipe première. La réaction de papa a été de demander s'il manquait de joueurs cette année-là. Comme si la seule façon pour moi d'intégrer l'équipe était que personne d'autre ne veuille jouer. Quand Tyler a intégré l'équipe de baseball itinérante en 6e, ce qui se résumait essentiellement aux enfants dont les parents pouvaient payer les frais, papa lui a organisé une fête entière, et a invité tous les voisins. Le message était clair, et absolument constant. Les réussites de Tyler comptaient. Et méritaient d'être célébrées. Les miennes étaient des notes de bas de page au mieux, et des sources d'embarras au pire. J'ai géré la situation de la même façon que beaucoup d'enfants ignoraient le fond. J'ai arrêté d'essayer d'attirer l'attention de papa, et je me suis concentré pour devenir complètement autonome. J'ai eu mon premier vrai travail à 15 ans. Faisant la plonge dans un restaurant de quartier appelé Rosie, à environ 3 kilomètres de chez nous. J'ai économisé chaque centime que je gagnais. J'ai commencé à planifier ma stratégie de sortie de cette maison, à la seconde même où j'ai eu 18 ans. Le travail chez Rosie était dur. J'arrivais à 17h, je travaillais jusqu'à la fermeture vers minuit, lavant des centaines d'assiettes dans de l'eau bouillante, qui rendait mes mains rouges et ridées. Mes doigts étaient fripés au moment où je rentrais à la maison. Mais je ne me plaignais pas, parce que cet argent était mon billet de sortie. Papa semblait réellement soulagé, quand j'ai commencé à travailler. Une dépense de moins qu'il devait couvrir. Il m'a dit que, puisque je gagnais de l'argent, maintenant, je devais commencer à contribuer aux dépenses du foyer. Il a commencé à me faire payer 200 € par mois de loyer, dès que j'ai eu 16 ans, et que j'ai obtenu mon permis de conduire. Laissez-moi répéter cela. Mon père a fait payer un loyer à son fils de 16 ans, pour vivre dans sa propre maison d'enfance. Tyler n'a jamais payé de loyer. Pas quand il a eu 16 ans, pas quand il a eu 18 ans, pas quand il vivait encore à la maison à 23 ans. Mais moi, je devais contribuer à partir de 16 ans, parce qu'apparemment, mon existence était un tel fardeau, que je devais commencer à les rembourser, pour le privilège de m'avoir élevé.
Le deux poids deux mesures financier était absolument constant. Quand ma voiture est tombée en panne lors de mon avant-dernière année de lycée, cette vieille Honda Civic cabossée, que j'avais achetée pour 900 € au cousin d'un collègue. Papa a dit que je devais me débrouiller tout seul, puisque j'avais un travail, et que je devais en apprendre plus sur les réparations automobiles. J'ai fini par dépenser 300 € que j'avais économisés pour les frais d'inscription à l'université, pour faire remplacer l'alternateur. Quand Tyler a voulu une voiture pour son 16e anniversaire, papa a co-signé un prêt pour une Ford Focus presque neuve, et a aidé à payer les mensualités pendant la première année. Jusqu'à ce que Tyler soit établi. Tyler s'est établi en détruisant totalement cette Ford Focus 6 mois plus tard, en conduisant trop vite sous la pluie. La réaction de papa, les accidents arrivent. Prenons-en une autre. Ils lui ont acheté une autre voiture. L'université a été exactement la même histoire, juste avec de plus gros chiffres, qui rendaient l'inégalité encore plus évidente. J'ai été accepté dans une université d'état décente, avec une bourse couvrant environ la moitié des frais de scolarité. Mais j'avais quand même besoin d'une aide substantielle pour le logement, la nourriture, les livres, et toutes ces autres dépenses qui s'accumulent, quand vous essayez de survivre en tant qu'étudiant. J'ai demandé à papa s'il pouvait m'aider un peu, même juste avec quelques milliers d'euros, pour m'aider à démarrer. Sa réponse, j'avais 18 ans maintenant, et je devais apprendre la responsabilité financière. Il a dit que contracter des prêts m'apprendrait la valeur de l'argent, et forgerait mon caractère. Il a dit qu'il me rendait service en ne m'aidant pas, car ainsi, j'apprécierais davantage mon éducation. La gymnastique mentale était impressionnante. Alors, j'ai contracté des prêts étudiants, beaucoup de prêts, des prêts fédéraux, des prêts privés, tout ce à quoi je pouvais être éligible. J'ai pris des prêts, et j'ai occupé 2 emplois simultanément, pour couvrir les frais de subsistance que les prêts ne touchaient pas. Je faisais des gardes de nuit dans un entrepôt de 23 h à 7 h du matin, chargeant des camions, et déplaçant des palettes. Ensuite, j'allais au cours du matin, fonctionnant à la pure adrénaline et à l'épuisement. Mes gardes du week-end dans un café, de 6 h à 14 h, signifiaient que je n'avais pratiquement jamais de jour de congé. Je fonctionnais avec 4 heures de sommeil la plupart du temps, parfois moins. Mon colocataire de première année pensait que j'étais un fantôme, parce que je n'étais jamais là quand il était réveillé. Je rentrais au dortoir à 8 h du matin, je dormais jusqu'à midi. J'allais au cours de l'après-midi. J'étudiais jusqu'à ce que mon service commence. Et puis je recommençais tout ça. Les cernes sous mes yeux étaient si noires, que les gens me demandaient si j'étais malade. J'ai mangé des ramens et des sandwichs au beurre de cacahuète. Pour probablement 70% de mes repas. J'ai appris à rendre les ramens intéressants, en y ajoutant n'importe quel légume bon marché en solde, des petits pois surgelés, du maïs en conserve, peu importe. Les sandwichs au beurre de cacahuètes, sur le pain blanc le moins cher imaginable, sont devenus ma principale source de protéines. Mon alimentation était composée d'environ 60% de glucides, 30% de protéines bon marché, et 10% de n'importe quelle vitamine, que je pouvais tirer d'une banane occasionnelle. Je portais les 6 mêmes tenues en boucle, parce que je n'avais pas les moyens d'acheter de nouveaux vêtements. Les 2 mêmes paires de jeans, en alternance toute la semaine. Les 4 mêmes t-shirts en rotation. Une chemise décente pour les présentations. Mes chaussures avaient littéralement des trous dans les semelles, que je recouvrais avec du ruban adhésif, parce qu'en acheter 2 nouvelles, c'était choisir entre des chaussures ou des manuels scolaires. Je regardais les autres étudiants sortir le week-end, partir en voyage pour le spring break, rejoindre des clubs et des organisations. Je ne pouvais rien me permettre de tout ça. Je ne pouvais pas payer les cotisations. Je ne pouvais pas
M'offrir le luxe de prendre du temps en dehors du travail. Je n'avais pas les moyens d'être un étudiant normal, faisant des choses normales d'étudiant. Tyler a été admis dans la même université d'État 3 ans plus tard, avec des notes nettement pires, et aucune bourse. Sa moyenne générale était à peine au-dessus du critère d'admission minimum. Ses scores au SAT étaient médiocres, au mieux. Il avait survolé le lycée, porté par les excuses constantes de papa, et l'indulgence de maman, ne s'appliquant jamais vraiment à quoi que ce soit, sauf au baseball. Papa a tout payé, sans hésitation ni condition. La totalité des frais de scolarité, jusqu'au moindre centime, le logement et la nourriture dans les dortoirs les plus récents, avec climatisation et salle de bain privée. Le forfait repas premium avec passages illimités. Tous ces manuels achetés neufs à la librairie du campus, au lieu d'être d'occasion ou loués. Il lui donnait même 500 € par mois d'argent de poche, pour sortir avec des amis, acheter ce qu'il voulait, et vivre la véritable expérience universitaire. Tyler a rejoint une fraternité en première année, 4000 € de frais que papa a payé sans scier. Il a fait des voyages de spring break à Cancun et à Miami, qui ont coûté des milliers de euros supplémentaires. Il avait une voiture sur le campus en deuxième année, quelque chose que la plupart des étudiants ne pouvaient pas s'offrir. Pendant que je mangeais des ramens et travaillais de nuit, Tyler vivait la vie universitaire qui existe dans les films et les séries télévisées. Quand j'ai demandé pourquoi Tyler avait droit à un parcours tout frais payé, alors que je devais contracter 30 000 € de prêt, que j'allais rembourser pendant la décennie suivante, papa avait sa justification toute prête. Il a dit que Tyler avait plus de potentiel, et qu'il valait la peine d'investir dans son avenir, puisqu'il ferait probablement de grandes choses. Il a dit que j'étais déjà établi, avec mon programme d'ingénierie et mon expérience professionnelle. Donc je n'avais plus besoin d'aide. Il a dit que les prêts me feraient davantage apprécier mon diplôme, quand je les aurais enfin remboursés. Établi, potentiel. Appréciation. Tous ces mots qui signifiaient en gros, Tyler vaut la peine qu'on dépense de l'argent pour lui, et toi non. J'étais un étudiant de 21 ans, mangeant des sandwichs au beurre de cacahuète 2 fois par jour, tout en travaillant de nuit, et en allant en cours épuisé. Tyler a eu 21 ans plus tard, et assistait à des fêtes de fraternité 3 soirs par semaine, avec l'argent de papa. C'était la définition de papa, du fait que nous soyons dans des positions différentes, ce qui justifiait ce traitement complètement inégal. C'est là que j'ai réalisé que papa n'allait jamais me voir autrement, que comme l'erreur qui avait fait dérailler sa vie. Rien de ce que j'accomplirais n'aurait d'importance. Parce qu'à ses yeux, je n'étais pas censé exister, en premier lieu. J'étais le rappel vivant de tout ce à quoi il avait renoncé. Alors, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit de sa part. J'ai arrêté d'appeler à la maison, sauf quand maman répondait au téléphone. J'ai arrêté de rentrer pour les vacances, à moins que maman ne le demande spécifiquement. Et même là, je trouvais des excuses. J'ai construit une vie qui n'avait absolument rien à voir avec l'approbation de papa, parce que je n'allais de toute façon jamais l'obtenir. J'ai obtenu mon diplôme universitaire en ingénierie mécanique, avec une offre d'emploi déjà en poche, avant même la fin de mon dernier semestre. J'ai été embauché par une entreprise de fabrication réputée dans un autre État, concevant des équipements de production, et des systèmes d'automatisation pour des chaînes de montage automobile. Le salaire de départ était décent. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour avoir enfin l'impression de pouvoir respirer. Financièrement, pour la première fois depuis des années. J'ai rempli ma vieille Honda Civic cabossée avec tout ce que je possédais, ce qui rentrait assez facilement dans la voiture, puisque je ne possédais pas grand-chose, à part des vêtements, un ordinateur portable, quelques manuels d'ingénierie, et des ustensiles de cuisine de base. Et j'ai déménagé à 8 heures de route sans aucune fanfare. J'ai à peine dit au revoir
au-delà d'un rapide SMS à maman, pour lui faire savoir que j'étais bien arrivé. J'ai commencé à construire la vie que je voulais vraiment, au lieu d'essayer de m'intégrer dans celle dont papa avait décidé que je n'étais pas digne de faire partie. Le travail était bien. Rien de glamour, mais un salaire solide d'environ 45 000 € pour commencer, avec des avantages décents, et une marge de progression claire. Si je travaillais dur, je pouvais me permettre mon propre appartement, sans avoir besoin de colocataires pour partager le loyer. Je pouvais faire des courses, et manger de vrais repas, au lieu de survivre avec des ramen et du beurre de cacahuète. Je pouvais commencer à faire de vrais paiements sur ces prêts étudiants, au lieu de simplement regarder les intérêts s'accumuler mois après mois, pendant que je luttais. Pendant ce temps, Tyler a rebondi pendant plusieurs années après l'université. Comme une boule de flipper dans une machine. Il a obtenu un diplôme de commerce. Mais ne pouvait pas garder un emploi plus de 6 mois d'affilée. Il a essayé de vendre des assurances, a détesté ça en moins de 3 mois, et a démissionné. Il a essayé l'immobilier, a assisté à un cours de formation, et a décidé que ce n'était pas pour lui. Il a travaillé dans un concessionnaire automobile vendant des berlines. Il a été renvoyé au bout de 6 mois, pour avoir manqué trop de jours, et être arrivé en retard constamment. Pour chaque emploi raté, papa avait des excuses toutes prêtes. Le patron était déraisonnable, et n'appréciait pas le potentiel de Tyler. Le secteur des assurances était en difficulté, à cause des conditions du marché. L'immobilier exigeait trop de motivation personnelle, et Tyler avait besoin de plus de structure. Le concessionnaire automobile avait des quotas de vente impossibles, que personne ne pouvait atteindre. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Toujours des circonstances extérieures. Jamais la responsabilité de Tyler. Mais quand j'ai changé d'emploi après 2 ans, pour obtenir un meilleur poste, avec un meilleur salaire et de meilleurs projets, papa a dit que j'étais inconstant, et que je devais apprendre l'engagement. Il a dit que changer d'emploi sans arrêt faisait mauvais effet sur un CV. Il a dit que les employeurs voulaient de la loyauté. Tout cela venant du même homme, qui trouvait des excuses pour Tyler, alors qu'il avait quitté 3 emplois différents en 18 mois. Au moment où j'ai eu 25 ans, j'avais été recruté par une grande entreprise aérospatiale, basée dans le sud-ouest. Bon salaire, excellents avantages. Travail intéressant, sur des projets qui comptaient vraiment. J'ai commencé à travailler sur des contrats militaires, des systèmes de défense, et des composants de satellites. J'ai acheté ma première maison, une petite maison de démarrage avec 2 chambres, mais c'était la mienne. Pas de colocataire, pas de propriétaire, juste mon nom sur l'acte de propriété. Vers la même époque, Tyler est retourné vivre chez nos parents, après que sa petite amie l'a jeté de son appartement, pour n'avoir pas payé le loyer. Il avait 22 ans, était au chômage pour la 3e fois en autant d'années, et squattait son ancienne chambre d'enfance, jouant aux jeux vidéo 18 heures par jour, pendant que papa continuait d'insister sur le fait qu'il était entre 2 opportunités, et qu'il cherchait sa voie. J'ai rendu visite à maman pour son anniversaire, cette année-là. C'était la première fois que je rentrais à la maison depuis presque 18 mois, car j'évitais activement d'y retourner. Je suis entré, et j'ai trouvé Tyler sur le canapé. Dans le même pantalon de survêtement qu'il portait probablement depuis 4 jours. Jouant aux jeux vidéo à 14 heures un mardi. Je lui ai demandé ce qu'il fabriquait. Et il a répondu qu'il faisait du réseautage en ligne, et explorait des opportunités entrepreneuriales. Il jouait à Call of Duty, avec un sac de chips sur le ventre, et ne s'était pas douché depuis ce qui semblait être plusieurs jours, à en juger par ses cheveux. Papa est rentré du travail, et s'est immédiatement illuminé en voyant Tyler. Comme si quelqu'un avait allumé une ampoule. Il ne m'a même pas remarqué pendant les 10 premières minutes entières. Quand il a enfin dit bonjour, c'était juste
Un signe de tête rapide, avant de retourner directement demander à Tyler comment avançait sa recherche d'emploi, et s'il avait déjà eu des réponses à ses candidatures. Ce soir-là au dîner, papa n'a pas arrêté de parler de la fierté qu'il éprouvait pour Tyler, parce qu'il prenait son temps pour trouver la bonne opportunité, au lieu de sauter sur la première chose disponible, et de se contenter de peu, comme certaines personnes le font. Il m'a d'ailleurs regardé droit dans les yeux quand il a dit ça. Je venais d'être promu ingénieur principal, je gagnais plus d'argent que papa n'en avait jamais gagné de toute sa carrière, je possédais ma propre maison, tandis que Tyler était au chômage, et vivait dans sa chambre d'enfance à 22 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais celui qui se contentait de peu, selon la logique de papa. Ce fut le dernier dîner de famille auquel j'ai assisté, pendant 2 années entières. Puis, les choses ont commencé à vraiment changer en ma faveur. J'ai été recruté par un grand entrepreneur de la défense, opérant en Virginie. Une énorme augmentation de salaire. Presque le double de ce que je gagnais. Des stock options qui seraient acquises sur 5 ans. Une voiture de fonction. Les frais de déménagement payés intégralement. Le genre de travail qui fait que votre nom est mentionné dans les publications professionnelles de l'industrie et dans les programmes de conférences. J'ai commencé à voyager constamment pour le travail, rencontrant des hauts gradés de l'armée et des représentants du gouvernement pour des contrats de systèmes d'armes valant des centaines de millions d'euros. J'ai assisté à des briefings au Pentagone, j'ai examiné des spécifications classifiées, la totale. C'était intense et stressant, mais aussi incroyablement gratifiant, qu'on me fasse confiance avec un tel niveau de responsabilité. Je n'en ai rien dit à mes parents. Maman en entendait occasionnellement parler. Par des amis ou des parents éloignés, qui avaient vu quelque chose en ligne, et m'appelaient pour me féliciter, mais j'ai gardé papa à un régime d'information très strict. Il ne s'était pas soucié de mes succès pendant les 25 premières années de ma vie, alors pourquoi devrait-il soudainement en entendre parler maintenant? Pendant ce temps, Tyler se cherchait encore à 24 ans. Il était retourné vivre chez nos parents pour la 3e fois, après avoir perdu un énième emploi. Il travaillait à temps partiel dans un magasin d'articles de sport, pliant des t-shirts et réapprovisionnant les rayons, parlant constamment de créer une entreprise, et de retaper des voitures pour les revendre, bien qu'il n'ait aucun argent, et aucune connaissance en mécanique. Sur ce qui fait la valeur d'une voiture. Papa continuait à lui trouver des excuses, comme si c'était son travail. À plein temps. Tyler était un entrepreneur, il avait une vision et de l'ambition, il avait juste besoin que la bonne occasion se présente. Pendant ce temps, j'étais rejeté comme l'ennuyeux ingénieur d'entreprise, qui avait choisi un chemin sûr et prévisible, au lieu de prendre des risques, et de poursuivre ses rêves comme Tyler le faisait prétendument. L'ironie échappait complètement à papa, le plus grand risque de Tyler était de parier que le soutien de ses parents durerait toujours, tout en ne contribuant absolument en rien. Puis est arrivé l'appel téléphonique qui a absolument tout changé. J'avais 27 ans. Maman m'a appelé au travail un jeudi après-midi, pleurant si fort que je pouvais à peine comprendre ce qu'elle disait. J'ai immédiatement pensé que quelque chose de terrible était arrivé. Il s'est avéré que papa avait subi une grave crise cardiaque à l'usine. Il s'était effondré sur le sol de l'usine pendant son service. Pas mortel, mais suffisamment grave pour nécessiter une opération d'urgence, et des mois de convalescence par la suite. J'ai conduit jusqu'à la maison ce week-end-là, 8 heures d'affilée. Papa était encore à l'hôpital, se remettant de l'intervention d'urgence. Je suis allé le voir dans l'unité de cardiologie. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs, plus vieux, plus fatigué. Toute cette colère, et ce ressentiment qu'il avait traîné pendant des décennies, l'avait physiquement usé. Il ne s'est excusé de rien.
Il n'a pas reconnu les années de favoritisme flagrant, et de cruauté émotionnelle. Il a juste dit qu'il était content que je sois venu, et a posé des questions superficielles sur mon travail. Des banalités, des conversations sur la pluie et le beau temps, comme si nous étions de lointaines connaissances qui prenaient des nouvelles, au lieu d'un père et d'un fils, faisant face à une urgence médicale potentiellement mortelle. J'ai gardé la visite courte et professionnelle. J'ai dit à maman que je l'aiderais avec les factures médicales, si l'assurance ne couvrait pas tout. Puis, je suis reparti vers ma vie, à 8 heures de route de là. La crise cardiaque a forcé papa à prendre une retraite anticipée. Physiquement, il ne pouvait plus supporter le travail exigeant de chef d'équipe. Sa pension et ses paiements d'invalidité couvraient les dépenses de base, mais leur situation de retraite était nettement plus serrée que ce qu'ils avaient prévu. Maman travaillait encore au cabinet dentaire, mais il réduisait les dépenses partout où il le pouvait. Tyler vivait toujours avec eux sans payer de loyer et ne contribuait toujours pas financièrement de manière significative. Il poursuivait toujours ses rêves entrepreneuriaux, ce qui impliquait principalement de regarder des podcasts d'affaires sur YouTube, et de publier des citations motivantes sur les réseaux sociaux, à propos de la culture de l'effort et du travail acharné. Tout en travaillant 15 heures par semaine au magasin d'articles de sport. 6 mois après la crise cardiaque, papa m'a appelé directement, pour la première fois depuis littéralement des années. J'ai failli ne pas répondre, parce que j'ai vu son nom sur l'écran d'appel, et que mon instinct immédiat a été de raccrocher. Et, a-t-il dit, la voix maladroite et incertaine. Comment vas-tu? Bien. De quoi as-tu besoin? Il a bafouillé des banalités inconfortables pendant environ 1 minute, avant d'en arriver enfin au véritable but de l'appel. Ils avaient de graves problèmes financiers. Les factures médicales s'accumulaient, plus vite qu'ils ne pouvaient les payer. Les heures de maman avaient été réduites au cabinet dentaire. Tyler cherchait toujours une bonne opportunité à temps plein. Pourrais-je les aider financièrement? L'audace pure de la chose était absolument époustouflante. 27 ans à être traité comme un fardeau, et une erreur non désirée. Et maintenant, il voulait mon argent. De combien parle-t-on, ai-je demandé. Eh bien, nous avons environ 15 000 € de retard sur diverses factures. Le paiement de la maison a 3 mois de retard. Les factures médicales s'élèvent probablement à 8 000 de plus. Et les cartes de crédit que nous avons utilisées pour les dépenses sont plafonnées. Combien Tyler a-t-il contribué à tout cela? Silence de mort. Au bout du fil. Il est entre 2 emplois en ce moment. Tu le sais. Et il a ses propres dépenses. Il essaie de lancer son entreprise de revente de voitures. Donc, rien. Tyler n'a absolument rien apporté au foyer. Ce n'est pas juste. Il est dans une position différente de la tienne. Tu as ce gros boulot d'entreprise chez l'entrepreneur de la défense. Le travail que je me suis payé moi-même, avec des prêts étudiants que je rembourse encore. La carrière que j'ai bâtie, pendant que Tyler a fait ses études universitaires tout frais payés. Et n'a pourtant toujours pas réussi à comprendre comment être un adulte fonctionnel. Nouveau silence inconfortable. Je pensais juste que la famille aidait la famille dans les moments difficiles. La phrase m'a fait éclater de rire. Vraiment rire. Un rire amer, tranchant, et sans aucune joie. La famille aide. La famille. C'est gonflé venant de toi. Où était la famille, quand je faisais 2 boulots pour me payer mes manuels scolaires? Où était la famille, quand ma voiture a rendu l'âme, et que j'ai dû me débrouiller complètement seul? Où était la famille lors de ma remise de diplôme, de ma promotion, ou de n'importe quel moment de ma vie qui comptait vraiment? Je sais que je n'ai pas été parfait. Tu n'as pas été un père. Pas pour moi. Tu as fait comprendre très clairement,
pendant toute mon enfance et ma vie d'adulte, que j'étais l'erreur. Qui avait ruiné tes plans? Alors, voici ce que je vais faire. Rien. Absolument. Rien. Je vais faire exactement ce que tu as fait pour moi. Débrouille-toi tout seul. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Maman a appelé environ 1 heure plus tard, pleurant plus fort qu'elle ne l'avait fait, quand papa a eu sa crise cardiaque. Je lui ai dit calmement que je paierais directement ses factures médicales, si elle m'envoyait les relevés. Mais que je ne donnerais pas un seul centime à papa. Elle pouvait venir vivre avec moi, si elle voulait le quitter, mais j'avais complètement fini de faire semblant que nous étions une famille fonctionnelle. Elle a dit que j'étais cruel et sans cœur. Peut-être que je l'étais, mais j'avais appris la cruauté auprès d'un expert absolu. La procédure de saisie de la maison a été lancée 3 mois plus tard. Maman et papa ont dû emménager dans un petit appartement de 2 chambres, dans un quartier moins prisé de la ville. Tyler a déménagé avec eux. Parce qu'il n'avait toujours nulle part d'autre où aller, et absolument aucun argent pour vivre de manière indépendante. Ma carrière a continué à grimper régulièrement. J'ai été promu directeur de programme, supervisant plusieurs contrats majeurs. Je dirigeais une équipe de 40 ingénieurs, travaillant sur un projet de défense antimissile d'1 demi-milliard d'euros. On a écrit des articles sur moi, dans des revues de l'industrie et des publications professionnelles. J'ai donné des présentations principales lors de conférences d'ingénierie. Tout ce dont papa aurait pu être fier, s'il m'avait un jour considéré comme quelqu'un de valable, au lieu de me voir comme l'accident qui avait fait dérailler ses rêves de baseball. Puis est arrivé l'événement qui a absolument tout fait exploser. J'ai remporté un prix d'excellence majeur de l'industrie, décerné par la National Defense Industrial Association. Une énorme affaire dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense. C'était accompagné d'une cérémonie officielle dans un hôtel de Washington DC, d'une reconnaissance nationale dans l'industrie, et d'un prix en espèce significative de 50 000 euros. Le genre d'accomplissement qui est annoncé dans des communiqués de presse, et mentionné dans les publications de l'industrie pendant des mois. Le lendemain de l'annonce publique, papa a appelé sur mon portable. J'ai vu son nom, et je l'ai presque envoyé sur la messagerie vocale par habitude. J'ai vu la nouvelle concernant ton prix, a-t-il dit, essayant de paraître décontracté et fier. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Merci, ai-je répondu d'un ton neutre. Ta mère et moi adorerions venir à la cérémonie, pour te soutenir. C'est prévu pour quand? La cérémonie avait lieu dans 6 semaines. Je n'avais pas prévu de les inviter. Je ne leur avais même pas dit que j'avais été nominé, des mois plus tôt. C'est uniquement sur invitation. Petite salle. Capacité limitée. Eh bien, tu peux sûrement faire entrer tes propres parents. Nous adorerions être là pour te soutenir, et te voir être récompensé pour ton travail. Ce mot, soutenir, venant de lui, m'a fait l'effet d'une véritable gifle physique au visage. Pourquoi, ai-je simplement demandé. Comment ça? Pourquoi? Tu es mon fils. Je veux te voir être reconnu pour tes accomplissements. Où était cette énergie pendant les 27 dernières années de ma vie? Il s'est mis immédiatement sur la défensive, comme je savais qu'il le ferait. Il a commencé à énumérer les fois où il m'avait prétendument soutenu. Venu à quelques matchs de football, quand il pouvait s'échapper du travail. M'avoir aidé à emménager dans mon premier appartement, une fois. Les trucs de père. Basique, le strict minimum, dont il pensait d'une certaine manière, qu'il équilibrait des décennies de négligence émotionnelle systématique, et de favoritisme. Tu m'as dit que j'étais une erreur, ai-je dit doucement, mais fermement, à de multiples reprises. À partir de mes 8 ans. Tu as dit que Tyler était le fils que tu avais réellement voulu, et planifié.
Tu as payé pour toute sa vie. L'université, les voitures, le loyer, tout. Pendant que je travaillais. Pour la moindre petite chose que j'obtenais, tu as fait comprendre très clairement quelle était ma place dans cette famille. J'étais frustré à l'époque. J'étais jeune, et je ne savais pas comment gérer ça. Je ne pensais pas ces choses. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux me parler de ce qui est juste? Tu m'as fait payer un loyer à 16 ans. Tu as refusé de m'aider pour les frais de l'université. Tu as séché ma remise de diplôme. Tu as raté chaque moment important de ma vie, parce que tu étais trop occupé à vénérer Tyler, et à trouver des excuses pour ses échecs. Et maintenant, tu veux une invitation à ma cérémonie de remise de prix. Je suis ton père. Non, un vrai père est présent pour ses enfants. Un vrai père soutient tous ses enfants de manière égale. Un vrai père ne passe pas 27 ans à faire en sorte qu'un fils se sente complètement inutile, tout en offrant tout sur un plateau d'argent à l'autre. Fils. Tu es juste le gars, dont il se trouve que je partage la génétique. C'est l'étendue de notre relation. Je veux arranger les choses entre nous. Tu ne peux pas. Certaines choses ne se réparent pas avec des excuses. Tu as fait tes choix avec constance, pendant près de 3 décennies. Maintenant, tu dois vivre avec ces choix. Je lui ai raccroché au nez, j'ai bloqué son numéro sur mon téléphone, j'ai bloqué son adresse email, et je ne l'ai pas invité à la cérémonie. La cérémonie de remise des prix en elle-même a été absolument incroyable. Toute mon équipe d'ingénierie était là, pour célébrer avec moi. Ma petite amie, Emily, a pris l'avion depuis son travail à Boston. Quelques vieux amis de l'université, avec qui j'étais resté proche, ont fait le voyage jusqu'à DC. Les personnes qui se souciaient réellement de moi, en tant que personne, ont célébré mon succès de manière authentique. Les personnes qui auraient dû être là par les liens du sang n'y étaient pas, et honnêtement, ils ne m'ont pas du tout manqué. Après la cérémonie, pendant la réception, un de mes collègues de direction a demandé pourquoi mes parents n'étaient pas là, pour une étape aussi importante de ma carrière. Je lui ai simplement dit que nous n'étions pas proches, et j'en suis resté là. Il a eu l'air sincèrement confus, et a dit que son propre père n'aurait raté quelque chose comme ça pour rien au monde. Ça doit être sympa d'avoir ce genre de père, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. J'ai publié exactement une photo de l'événement sur les réseaux sociaux. Juste moi tenant la plaque de récompense, souriant sincèrement. Je n'ai pas mentionné qui n'était pas là, ni fait de commentaires désobligeants. Pas besoin. Maman a commenté, tellement fier de toi, mon chéri. Aucune mention de papa, qu'elle soit. Tyler n'a pas commenté du tout. Il n'a même pas liké la publication. 2 semaines après la cérémonie, Tyler a appelé sur mon portable, sorti de nulle part. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an, à ce moment-là. Et, mec. Félicitations pour le Grand Prix. C'est vraiment cool. Merci. Ai-je dit prudemment. Écoute, je voulais te parler de quelque chose d'assez sérieux. Papa a vraiment du mal avec ce qui s'est passé entre vous deux. Il se sent terriblement mal par rapport à tout ça. Il devrait se sentir terriblement mal. Je sais qu'il n'a pas été parfait pendant qu'on grandissait, mais ça reste notre père. Et il ne va vraiment pas bien en ce moment. Le stress de toute cette situation, les problèmes financiers, le sentiment de t'avoir perdu. Ça le tue honnêtement. Et je pense que tu devrais lui donner une autre chance. Il veut sincèrement s'excuser. Il veut essayer de construire une vraie relation avec toi. Il est différent maintenant. La crise cardiaque l'a changé. Est-il réellement différent, ou veut-il juste avoir accès à mon argent et à mon succès, maintenant que j'ai les deux?
Tyler s'est mis immédiatement sur la défensive. Il a commencé à dire que j'étais injuste, que je gardais rancune. Et que je ne comprenais pas à quel point les choses avaient été difficiles pour papa toutes ces années. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il se vide complètement de ses arguments, avant de répondre calmement. Tyler, sais-tu pourquoi papa nous a traités si différemment toute notre enfance? Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais la grossesse non désirée, qui a ruiné sa bourse de baseball, et tout son avenir. Tu étais le fils planifié qu'il voulait. Vraiment, après s'être adapté à sa vie. C'est pourquoi tu as absolument tout eu. Pendant que je n'avais rien. Il m'en voulait d'exister, et d'avoir ruiné ses rêves. C'est pas je veux dire, il ne m'a jamais rien dit de tel, bien sûr que. Non. Il me l'a dit à moi, à de multiples reprises, pendant de nombreuses années. Tu étais l'enfant prodige, qui ne pouvait rien faire de mal. Donc, tu n'as jamais rien vu de tout ça. Mais moi, je l'ai vécu chaque jour de ma vie. Silence au bout du fil. Honnêtement, je ne savais pas que c'était aussi dur. Pour toi. Comment aurais-tu pu le savoir? Tu étais trop occupé à être le préféré, et à tout recevoir sur un plateau d'argent. Nouveau silence. Inconfortable. Qu'est-ce que tu veux que je dise, là? Rien. Je ne veux rien de ta part. Arrête juste de m'appeler à propos de papa et de ses sentiments. Son état émotionnel n'est plus mon problème. Il a fait ce choix il y a très longtemps. Mais on reste une famille, quand même. La famille est censée être là pour toi. Quand tu en as besoin. Où était la famille, quand j'avais réellement besoin de soutien? Maintenant que je n'ai besoin de rien de la part d'aucun de vous. Soudainement, tout le monde veut une relation. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, tu vas juste couper les ponts avec nous tous, de façon permanente? Je n'ai coupé les ponts avec personne. J'en ai juste fini de faire semblant que nous sommes quelque chose, que nous n'avons en réalité jamais été. Vous avez tous fait vos choix, encore et encore, pendant des décennies. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences naturelles de ces choix. J'ai raccroché. Je n'ai pas parlé à Tyler depuis cette conversation. Maman et moi nous parlons encore de temps en temps au téléphone. Elle est coincée dans une position intermédiaire impossible, ce dont je me sens un peu mal pour elle, mais je ne céderai absolument pas sur papa. Elle comprend ma position, même si elle aimerait que les choses soient différentes. Elle a fait le choix de rester avec lui, et j'ai fait le choix de garder mes distances. Oh. Dernière nouvelle, via maman, papa et Tyler vivent toujours ensemble, dans ce petit appartement. Les indemnités d'invalidité de papa couvrent à peine les besoins de base, comme le loyer et les factures. Tyler a enfin trouvé un emploi à temps plein, travaillant dans un centre d'appel, pour le service client. Bien qu'il parle apparemment toujours constamment de ses plans d'affaires, et de ses opportunités entrepreneuriales, qui ne semblent jamais se concrétiser en quoi que ce soit de réel. Il lutte financièrement, et émotionnellement. Je ne lutte pas du tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous apporter plus d'histoires, et de meilleures histoires. Merci.